déjà, si vous avez de l'empathie pour un des personnages, moi j'en suis satisfait. Hein. Mais moi pour parce tous, que, en fait, hein, pour tous. Parce mais que, je suis philosophe, moi je suis la bonté même. Oui. parce qu'en fait, un des projets de l'écriture, c'est d'amener le lecteur justement à avoir de l'empathie. C'est un des projets, de se mettre à la place et d'essayer de ressentir et de se dire dans telle situation, qu'est-ce que j'aurais fait, qu'est-ce que j'aurais accepté. Et on peut en avoir effectivement pour le père, pour la figure du bourreau, pourquoi pas. Ouais. Après, c'est une démarche de lecteur, mais... Surtout quand on a lu aussi La Ligne Verte, où certains ont vu certainement le film, et qu'on pense ce couloir de la mort, et là aussi il y a quelque chose de dramatique, parce que d'abord celui qui est condamné, il n'est pas coupable, donc il y a le problème de réfléchir à est-ce que cette sanction ultime, avec les moyens qu'on avait il y a quelque temps de cela, nous certifier, alors qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on a quand même évolué en police scientifique, donc il y a des moyens peut-être un peu plus précis d'analyser ou de dire la culpabilité. Mais il y a une période où c'était un peu aléatoire tout ça. Hein. On a à l'esprit l'affaire du pullover rouge, on en a des histoires, hein, Selznick, qui se retrouvent quand même cité, au bagne. Alors oui, mais parce que je ne veux pas tout révéler votre livre. Il y a une référence au pullover rouge, mais elle n'est pas explicitement donnée, mais il y a une référence, effectivement. Parce que ça donne à réfléchir quand même, cette chose-là. Et donc le fait que vous nous mettiez un personnage qui est finalement assez brutal quelque part, qui n'attire pas la sympathie. Mais au bout d'un moment, on l'analyse dans sa mission, si vous voulez. On n'imagine pas, parce que moi, bon, peut-être parce que je suis un peu fantasque, que je suis littéraire, donc j'ai lu, et je me suis vu les tortionnaires de la période où justement il y avait des musées de la torture au Moyen-Âge. C'est pas ça, ce bonhomme. C'est quelqu'un qui exécute une peine et qui essaye de le faire proprement. C'est un fonctionnaire. Et oui. Et voilà, au sens plein du terme. C'est-à-dire, je suis moi un fonctionnaire, c'est terrible. il avait cette charge, c'est un fonctionnaire. Oui, donc ça. Il prend le condamné au départ. Là, la sentence vient de tomber. J'ai dit tout à l'heure, la grâce lui est refusée. L'heure de l'application de la sentence est décidée. À partir de là, le condamné est à lui. Le condamné est à lui, et donc c'est lui qui met la temporalité, le temps que dure la préparation, est-ce qu'il y a 1, 2 cigarettes, à l'époque c'était comme ça, le petit verre d'alcool, l'aumônier s'il y en a un, la lettre écrite, c'est lui qui met la temporalité jusqu'à ce que l'exécution se passe. Et à partir du moment où il arrête les préparatifs, eh bien, il va très vite. En fait, tous les écrits qu'on peut lire dessus, ça va très très vite. La porte s'ouvre, la guillotine a été montée, elle est dressée, on met le condamné sur la bascule, et puis l'affaire se passe très rapidement, le couperet tombe. C'est l'affaire de quelques secondes. Quelle idée d'écrire des choses comme ça. Vous nous dites ça en plus avec une froideur, comme ça, la tête tombe. Mais... non, parce que je rappelle quand même que monsieur travaille dans un lycée, que vous êtes conseiller d'éducation. Ils vous lisent, vos étudiants. Bien sûr. Et ils n'ont pas peur de vous. Paraît-il, ils vont même m'étudier. Ah, voilà, dites-nous tout. Paraît-il. Mais c'est très bien. C'est une affaire littéraire. Ils vont m'étudier sur le plan littéraire. Ça vous appartient pas. moi, en tant que personne, je ne peux pas être sujet d'étude. Bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est vrai que ça surprend ce genre d'écrit, parce qu'on a vraiment un personnage qui est impressionnant, parce que c'est vrai qu'il rentre chez lui, il cire ses chaussures, il accroche son chapeau, voilà, enfin tout est bien. Il est minutieux, il est très méthodique. C'est-à-dire que ça sera prêt pour la prochaine fois. Voilà. Exactement. C'est ça. Et il y a des moments d'attente. Être prêt, parce qu'il y a des moments d'attente. Être aux aguets à partir du moment où une condamnation a été prononcée. En général, on ne faisait pas comme aux États-Unis actuellement. Les gens ne restaient pas dans le couloir de la mort pendant des années. Très vite, il y avait un recours. Le recours refusé, il y avait toute
de suite après la grâce demandée, la grâce refusée, la sentence était appliquée. Oui, ça laisse perplexe, d'autant plus que, comme je dis, il rentre, il nettoie son matériel. Ah oui, non, mais moi, ça me laisse perplexe, ça, forcément. Parce qu'il range ses petites affaires, il les prépare pour la fois d'après, il attend le prochain coup de fil. À 16 h, le suivant. C'est ça, un peu. Et c'est vrai que c'est un métier, je le comprends tout à fait, je le conçois. Mais c'est vrai qu'en faire un personnage, c'est très bien votre idée, c'est une très bonne idée. En faire un personnage qui alimente un roman, et ne pas lui donner d'état d'âme plus que ça, c'est vrai que c'est là Parce que les états d'âme sont sur le fils et dans la relation. Parce que c'est ça, hein, c'est écrit à la première personne, le narrateur c'est le fils. Oui, ah ben justement on va y venir. Oui, oui. Comment vous la jugez cette relation? Comment vous la... Parce qu'elle est quand même... D'abord elle est dure. Elle est difficile, oui, elle est très difficile. Elle est... il est bridé, soumis, castré, tous les termes que vous voulez qui l'empêchent d'être. Mais être, c'est un parcours qu'on doit faire soi-même. Et il y a d'abord peut-être un processus d'acceptation qu'il refuse au départ, de qui il est et d'où il vient. Et il n'y a pas la consolation de la mère, c'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être le moment où il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'amour, voilà. Il n'y a pas l'amour de la mère. Il y a juste cette figure qui n'est plus là et auquel il peut faire référence dans ses souvenirs, dans des instants de vie, dans des instants lumineux, et puis qui l'alimente. Ça, il l'a pour lui, on ne peut pas l'empêcher de penser, dans le cas de sa chambre, par exemple. Ah oui. Mais pas davantage, pas davantage. Dès qu'il remet un pied dans le réel, il est confronté à cet homme qui vit comme il l'exécute, qui exécute comme il vit, et un peu de la même façon. Et alors pourquoi, à un moment donné, vous n'avez pas essayé peut-être de... Alors je ne pense pas à les rapprocher, mais de donner peut-être à l'un des deux personnages un regard sur la question. Peut-être que... Quelle question ? La question de la brutalité du père, peut-être parce que le métier qu'il fait l'a rendu un peu comme ça. Je veux dire, je pense que quelqu'un qui fait ce métier-là, vous lui donnez pas de conscience. On n'est pas chez Kafka, il n'y a pas de conscience. C'est bien. C'est peut-être pour ça qu'on a de l'empathie pour lui à un moment donné, parce qu'on voit que c'est très dur. Vous allez jusqu'au bout, ça c'est magnifique. Vous voulez dire un regard sur le métier qu'il fait, que lui se pose la question ? L'enfant aurait pu se poser la question. L'enfant ? Sur le métier que fait son père ? Ben oui, si le père ne se pose pas la question parce qu'il veut exécuter sans avoir l'état d'âme, sinon il pourrait douter, ne pas le faire. C'est clair, c'est clair. Lui, il n'a pas à douter. Il n'a pas à douter. Que lui se pose la question sur le métier, mais non, d'abord il se pose la question de qui il est. Avant de se poser... Alors peut-être ça serait l'objet d'un autre livre, ou d'un prolongement. Peut-être, oui. Ben c'est-à-dire, oui. Pour se poser la question sur le métier que fait son père, il faut d'abord qu'il se reconnaisse comme étant le fils de son père. Oui. Et tout l'enjeu du livre, c'est ce travail sur l'identité pour lui. Tout à l'heure, je vous parlais de Kafka, c'était volontaire. C'est parce que j'avais pensé à la métamorphose de Kafka, ce moment particulier où le fils n'est pas reconnu par le père. Vous savez, il devient cette espèce de bête énorme. Vous vous rappelez, vous avez tous à l'esprit Kafka. Et c'est vrai que ça fait un peu penser à ça. Le fils ne reconnaît pas le père, où il entend une espèce de monstruosité, parce qu'il y a tout un mystère sur la façon dont le père se comporte la nuit. Mais vous écrivez des choses... C'est pas inintéressant votre rapport avec Kafka, d'abord, parce que j'apprécie beaucoup Kafka. Et puis, mais qui est la bête là-dedans? Est-ce que c'est le père? Est-ce que c'est le fils qui se laisse manipuler et qui, au bout du compte, a une certaine monstruosité et qui ne veut pas reconnaître d'où il vient? Je sais pas, qui est la bête? Moi, je sais pas, je tranche pas. Vous savez, quand vous écrivez, vous êtes porté par le récit, et j'ose pas dire que c'est quelqu'un d'autre qui écrit, c'est pas ça, je mentirais. Mais le récit vous mène au fil des pages, au fil de l'écriture, vers des choses, des méandres, des pensées que vous n'aviez pas imaginées au départ. Et donc vous le traduisez par l'écrit d'une certaine façon. Là, ça s'est posé comme ça. Oui. Alors,
c'est vrai que si on le prend dans le registre de l'écriture, c'est-à-dire uniquement comme un roman, on n'a plus à analyser finalement. Mais c'est un roman. Il faut l'être. Voilà, oui. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est un roman, rien d'autre, hein, rien d'autre. Oui, mais c'est intéressant quand même de porter une analyse dessus. Ah, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Je comprends que. Enfin, ce qui laisse perplexe peut-être, c'est que la thématique d'une pause philo sur un roman, ça peut poser problème parce qu'on pense à une analyse que vous-même n'avez pas voulu dans votre livre. Mais c'est pas parce que je l'ai pas pensé, c'est pas que je la veux pas, c'est pas parce que je l'ai pas pensé que le regard que vous pouvez porter, vous, les lecteurs, d'un point de vue philosophique, je sais pas, psychologique, ou sociologique, ou historique, n'est pas fondé. Ouais, moi j'adhère. Moi j'ai lu après, hein, c'est-à-dire que j'ai découvert après, et moi je me suis dit, c'est difficile, parce que soit on entre dans le registre, je vous l'ai dit tout à l'heure, de l'analyse de est-ce que légitimement l'État peut, parce que quelqu'un a tué un homme, en contrepartie donner la mort, c'est-à-dire la loi du talion et pour œil, donc pour dent. Ça c'est une question philosophique, mais c'est pas une question que vous vous posez, parce que vous nous décrivez un personnage, et vous êtes dans un espèce d'imbroglio, c'est presque un huis clos, cette histoire. Dont les personnages qui, lorsqu'ils disparaissent, meurent ou sont remplacés, parce que Daria, à un moment donné, elle est remerciée, et il y a une autre dame qui vient, qui est une femme de ménage, enfin on comprend qu'elle est rivée aux tâches ménagères, puis après elle n'est plus là non plus, donc on comprend que l'étau se resserre sur la relation père-fils, puisqu'il n'y a plus d'éléments intermédiaires entre eux, mais malgré tout, quand on est lecteur, vu que le sujet n'est quand même pas anodin, voilà, on est perturbé, et c'est très bien. Non, c'est pas une question que je me suis posée en tant que personne écrivain. Après, je me la pose en tant qu'être humain et j'ai une posture là-dessus. Mais c'est pas une question que je me suis posée. Non, c'est sûr. Ça aurait pu être un autre thème alors. Ça aurait pu être un autre thème, mais vous savez, quand vous écrivez aussi, c'est pour ça que je renvoie au rapport à l'écriture, on se pose des questions sur l'écriture, mais sur le sujet, non, pas nécessairement. Vous voyez ?